Octavio Paz, le lauréat mexicain du prix Nobel, une grande figure culturelle et un poète sans pareil, arriva en Inde et donna une conférence extraordinaire sur le paysage culturel et historique de l'Inde. Le matin du 1er novembre 1951, Paz arriva à Bombay et découvrit l'Inde des cartes postales en allant du côté de Gateway of India, une voûte en pierre s'élevant sur un quai et couronnée de 4 petites tours en forme d'arbre de pin. Il lui sembla que l'édifice était une version fantaisiste des arches romaines. Derrière le monument, s'élevant au soleil, se trouvait l'hôtel Taj Mahal, un gâteau énorme. On avait beau lui expliquer que l'aspect bizarre du Taj, dont la façade donne sur la ville et le dos tourné vers la mer, était une erreur malencontreuse, il lui semblait que cette erreur était délibérée, une négation inconsciente de l'Europe qui cherchait à reléguer l'édifice à l'Inde. Ah, les villes de Bombay! Pour Paz, c'était une réalité à peine croyable. D'énormes bâtiments de couleur rouge-gris, un Londres victorien cauchemardesque, les rues gruyantes, les piétons affrontant un torrent de voitures et de vélos, les vagues de chaleur qui déferlent comme les vagues humaines, un marché bruyant et animé. Il a vu, entendu, senti et ressenti tour à tour la nausée, l'horreur, la stupeur, l'étonnement, la joie, l'enthousiasme et une attirance extraordinaire au cours de cette première rencontre avec l'Inde. Paz retourna en Inde une deuxième fois en 1962 en tant qu'ambassadeur de Mexique. Sa résidence officielle à Delhi devint un point de rencontre pour les écrivains, les peintres et les intellectuels. Dans la même maison, sous l'arbre de Nîmes qui a tant inspiré Paz, il épousa son amour, Marie-Josée, et commença une nouvelle vie. Au cours de son séjour en Inde, Paz visita chaque monument et se rendit partout. L'expérience était fantastique et inoubliable. Qutb Minar, le symbole de l'architecture islamique de Delhi, s'élève majestueusement. Un monument qui est consacré à la conquête de Delhi par la dynastie des esclaves au XIIe siècle. Émerveillé par la vue de sa structure imposante, Paz écrivit: « Le Qutb Minar est un rare mélange d'auteur, de solidité et d'élégance fine. La pierre rougeâtre, qui se découpe dans la pureté de l'air et du ciel, confère au bâtiment un dynamisme en hauteur. Telle un fusée s'élevant aux étoiles, c'est une tour de victoire, enracinée au sol et qui est montée sur un socle prodigieux en pierre. » Paz fut émerveillé par la beauté sereine de la tombe d'Humayun et il écrivit: « Le mausolée de l'empereur Humayun est si beau et serein qu'il semblerait que les lignes géométriques se soient transformées en mouvements d'eau et des colonnes d'arbres. Elle représentait à ses yeux un mélange d'étendues multicolores et des bancs de sable bordés de palmiers. » Paz dédia ce poème au mausolée. Des flammes élevées de roses, formées de pierres, de l'air et des oiseaux, le temps immobile au-dessus de l'eau, l'architecture du silence. Lodi Gardens,
un des plus beaux exemples des jardins moghols. Les sensations de Paz s'expriment à travers ce verre. Il n'y a rien de terrifiant dans ces tombes. On y retrouve une sensation de l'infini qui apaise l'âme. La simplicité et l'harmonie des formes satisfont les besoins profonds de l'esprit. Le désir pour l'ordre et l'amour de la proportion. Une des choses les plus belles sont les jardins alentours. Le désir d'explorer la mosaïque religieuse et culturelle de l'Inde entraîna Paz au tombeau d'Amir Khusrou et Nizamuddin Aulia à Delhi. Grand amateur de la musique religieuse soufie, il avait l'habitude de visiter ces dargahs. L'hommage rendu par Paz au maître et à son disciple retentit dans ses vers. Tombeau, 2 noms et 2 histoires. Nizamuddin, le théologien itinérant. Amir Khusrou, la langue du perroquet. Le saint et le poète. Une étoile sombre qui s'élève au firmament, une poussière qui brille dans le bassin. À l'intérieur de moi, je me bouscule. Dans mon intérieur, je me fais violence. Dans cette confusion, je me répands. Je m'étire et élargis. Le plein qui se vide et qui me remplit. Mathura, le lieu de naissance du dieu Krishna. Paz visita Mathura en 1952 et fut le témoin de rites fascinants au bord de la rivière Yamuna. Les chants des prêtres, les petites lucioles qui flottent le temps d'un instant avant d'être englouties par la nuit. La rencontre entre les âmes indiennes et sud-américaines dépasse le domaine littéraire. Le culte bhakti, qui fait partie de la tradition philosophique indienne, est arrivé jusqu'à l'Amérique du Sud. Des centaines de fidèles dans le centre ISKCON à Chili. Ils vénèrent le dieu Krishna et Radha et s'abandonnent en dansant sur une musique religieuse. À propos de son visite au musée Curzon, Paz écrivit « J'ai été tout simplement séduit par les statues des Yakshis, compagnons et amants. Les Yakshis, ces nymphes si sensuelles et gracieuses de la mythologie hindoue. J'ai tremblé devant la statue rouge, décapitée de Kanishka, le roi guerrier. Personne derrière, personne devant. Le chemin que les anciens ont tracé est fermé. Et l'autre chemin, celui que tous empruntent, est facile et large et ne mène nulle part. Je suis seul et je cherche mon chemin. L'endroit où Bouddha prêcha en premier et où les roues de Dharma se sont mises à tourner. Les discours religieux trouvent leur écho dans les stupas et les vestiges d'une tradition monastique vieille de plus de 1500 ans. Le célèbre poème de Paz, Sunyat, est un hommage rendu à Nagarjuna.
Hanuman, Hanumant, Hanumant. Octavio Paz arriva à Galta en 1953 à la recherche du secret qui se cache derrière l'un des personnages les plus importants de la mythologie hindoue, le dieu Hanuman. Il fit la rencontre d'un des saints, disciple fervent du dieu Hanuman, qui lui expliqua les divers aspects du dieu et loua son intelligence. La rencontre influença l'auteur à un tel point qu'elle donna lieu à un chef-d'œuvre bien des années plus tard, le Grammarien de singes. La création immortelle de Paz qui représente divers aspects de la civilisation indienne. Recouvert de cendres, un saint me dévisagea et éclata de rire, me regardant de l'autre rive, loin, très loin. Paz visita Vrindavan, un haut lieu de pèlerinage, et ressentit la même émotion. Une des villes sacrées de l'hindouisme, à la périphérie de Mathura, célèbre depuis l'Antiquité par les disciples de Krishna, des milliers de fidèles de Radha viennent ici se baigner dans la rivière en signe de foi. Madras, Mahabalipuram, Madurai, Tanjore. Ces noms reviennent sans cesse dans les poèmes de Paz. Fasciné qu'il était par l'architecture, la beauté des temples et l'expression originale de la culture tamoule. Le culte traditionnel rendu par les fidèles marqua profondément l'esprit de Paz. Il exprime ainsi: je cite ces noms comme s'ils furent des talismans, permettant de faire réapparaître des images, des visages, des paysages et des moments. Il témoigne que mon éducation en Inde dura des années et ne se limitait pas aux livres lus. Une autre merveille architecturale du sud de l'Inde qui l'intéressa tout particulièrement fut Mahabalipuram. Un effet grandiose, les palais et les temples de la dynastie Pallava. Ce furent les mêmes bâtisseurs qui firent le voyage en Asie du Sud et ont créé des merveilles comme Angkor Wat. Ces expéditions s'inscrivaient sous le signe de la paix et non celui de la conquête. In my particular case, I was first drawn to India through an interest in yoga and meditation during the decade of the 60s. But I very quickly realized that there was a very rich tradition of spirituality, and not only that, something that I find very important, which is a continuity, which you don't find in Latin America, between modern religious forms and very early ones. Of course, there have been changes, but there is still a continuity. Kanyakumari, la pointe méridionale du sous-continent indien. Les rochers et l'eau jaillissante épousent les contours physiques de l'Inde. Au milieu s'élève le grand Swami Vivekananda, le saint qui permit la rencontre des âmes à travers 5 continents. Vue inoubliable, Octavio Paz ne pouvait y résister. Il écrivit un poème. Sous un ciel nouveau, enseveli dans la boue, muet et bruyant, et l'invisible.
Le pèlerinage de base en Inde prit fin avec sa visite des grottes Elephanta en 1985. Les grottes shivaïtes du 7e siècle sur l'île sont une des plus belles formes d'art. Les scènes extraites de la légende de Shiva et de Parvati. Rendant une dernière fois hommage, Paz composa ce poème. La beauté des lieux est restée un trou sombre, à l'écart de tous les divertissements et des intrusions, telle une pierre énorme dans l'eau. Victoria Ocampo, la grande dame de la littérature argentine, dont l'œuvre littéraire dépasse les frontières géographiques, linguistiques et culturelles. Buenos Aires, une ville cosmopolite et animée, la ville la plus européenne de toutes les villes de l'Amérique latine. La ville représente la vie et le paysage culturel dans cette partie du monde. Ce fut à Buenos Aires que naquit en 1890 la célèbre écrivaine Victoria Ocampo. Le regard universel de l'Argentine moderne vient en grande partie de l'attitude de cette femme qui ouvra toute grande sa fenêtre pour regarder dans le monde. La jeunesse de Victoria fut marquée par la solitude et elle trouva refuge en écrivant. Ce fut à cette époque qu'elle découvrit Gitanjali de Tagore. Elle en fut bouleversée et en 1924, elle composa un essai intitulé « La joie de lire Tagore ». Quelques jours après la publication de son essai, Victoria rencontra Gurudev. En novembre 1924, Rabindranath Tagore se rendit à Lima. Il tomba malade et fut conseillé par ses médecins d'abandonner son projet de traverser les Andes. Il fit escale à Buenos Aires et séjourna d'abord à l'hôtel Plaza. En apprenant sa venue, Victoria lui proposa de venir chez elle le temps de la guérison. Tagore accepta l'invitation et s'installa dans la villa à San Isidro qu'elle avait louée tout spécialement pour lui. Ce fut un souvenir impérissable pour tous les deux. Le séjour dura 2 mois, durant lesquels ils échangèrent leurs idées. Sa quête incessante pour l'Orient vient de cette rencontre. Elle était devenue une amie de toujours de l'Inde. En évoquant Tagore, elle écrivit « J'ai ressenti pour lui un grand amour de tendresse, un amour éternellement spirituel. Au cours de son séjour à San Isidro, le poète écrivit 25 poèmes qui témoignent de ces mêmes sentiments. Tagore appela ces poèmes Purbi et les dédia à Victoria, qu'il appelait Bijoya. Victoria fonda le journal littéraire prestigieux Sur, qu'elle dirigeait jusqu'à ses derniers jours. Des articles sur Gandhi, Tagore et Nehru figuraient régulièrement dans son magazine Sur. Le magazine était devenu une voie d'expression de la pensée indienne dans les pays de l'Amérique du Sud. Selon ses propres mots, il s'agissait de saisir les mers dans un petit seau. Sur publia plusieurs traductions des œuvres littéraires de Tagore en espagnol. Vishwabharati lui conféra le titre de Deshikottama
pour avoir contribué à répandre les œuvres et les pensées de Tagore dans le monde hispanique. Les archives sur à Buenos Aires constituent un véritable trésor pour les chercheurs universitaires travaillant en Amérique du Sud. Au cours de sa quête spirituelle de l'Inde, elle fit la connaissance de Mahatma Gandhi et de Pandit Nehru. Elle écrivit à propos de Gandhi. Il est le bienfaiteur de mon pays ainsi que de son propre pays. Il rendit la domination britannique en Inde impossible. Les rencontres de Victoria avec Nehru débutèrent avec la publication de son autobiographie, La lettre de Nehru, que Victoria reçut immédiatement après sa libération de la prison et qui marque le commencement d'un lien ineffable. Victoria loved India very deeply, and she was a very sensitive people. And then her love for India was personalized in 4 great figures. Normally, the people think that the love for India by Victoria was by the way of Rabindranath Tagore. And it's true, but also, and together at the same time, was her admiration and including her love for Gandhiji. Victoria a gardé des liens étroits avec Indira Gandhi, qu'elle admirait beaucoup. Lorsque Indira devint le Premier ministre, Victoria écrivit un article intitulé « De Kamla à Indira ». Qu'une pareille tâche soit confiée à Indira, la fille de Kamla, démontre qu'elle avait un père qui traitait sa fille en tant que femme, égale à lui dans tous les domaines. Victoria, à son tour, marqua profondément Tagore. Elle éveilla l'artiste en lui. Un jour, elle ramassa quelques bouts de papier que Tagore avait jetés. Elle s'est aperçue que ces brouillons représentaient des formes exotiques de vie. Elle le persuada de peindre. 6 ans plus tard, lorsque Victoria le rencontra de nouveau à Paris, les brouillons de Tagore étaient devenus une occupation sérieuse. Plus tard, elle organisa sa première exposition de tableaux et de dessins à Paris. Un autre aspect du génie se révéla. À propos de l'exposition, elle se souvient encore. Tagore était aussi content qu'un adolescent qui reçoit un prix inattendu. Le lien qui unissait Tagore et Victoria était fort et plein d'émotions. Pendant 15 ans, des centaines de lettres furent échangées. Un peu avant sa mort, Tagore fit part de son désir de revenir en Argentine et il écrivit la chanson « Chaise vide ». Combien je désire, une fois encore, me retrouver dans cette terre étrangère qui m'attend le message de l'amour. Sa langue que j'ignorais, seuls ses yeux me parlaient et ce qu'ils disaient resteront pour toujours éloquents par leur douleur. À part Gandhi et Tagore, on retrouve la présence d'hommes saints tels que Sri Ramakrishna et Swami Vivekananda. La philosophie de Vedanta a bouleversé le peuple de l'Amérique latine. La mission Ramakrishna à Buenos Aires est devenue un lieu de rassemblement pour tous les fidèles qui viennent écouter les discours sur le Vedanta
et pour participer à des séances de méditation dirigées. L'Argentine s'est toujours intéressée de près à la philosophie de Vedanta. Déjà en 1912, les enseignements de Sri Ramakrishna étaient traduits et publiés à Buenos Aires. Pablo Neruda, un poète, un diplomate, est le lauréat en littérature du prix Nobel en 1971 et connu comme étant le poète du peuple. Pablo Neruda est né dans une petite ville en Chili et parti à Santiago pour devenir professeur de français. Très jeune, il commença à écrire des poésies. À Santiago, Neruda découvrit l'œuvre littéraire de Tagore et en fut tellement inspiré qu'il traduisit un poème de Tagore dans son célèbre livre « 20 poèmes d'amour et une chanson de désespoir ». Vous êtes le nuage du soir qui flotte dans le ciel de mes rêves. Je vous façonne selon mes désirs. Vous m'appartenez, vous êtes à moi, présent dans mes rêves sans fin. Neruda visita l'Inde pour la toute première fois en 1928. Ce fut à l'occasion de la séance du rassemblement du Congrès à Calcutta. Il rencontra Gandhi, Nehru et Subhash Chandra Bose. Plus tard, il écrivit dans ses mémoires « Je suis venu en Inde quand j'étais très jeune. J'ai vécu l'éveil de son indépendance. » Neruda visita le temple sacré de la déesse Kali, la déesse patronne de la ville de Calcutta, et rappelle ainsi son expérience. Le temple de Kali, la déesse de la mort, à côté de la rivière sacrée du Gange. Des milliers de fidèles de tous parts sont venus pour recevoir sa bénédiction. Les brahmanes lèvent un des 7 voiles de la déesse et font battre le tambour, si fort qu'il pourrait réveiller les morts. Neruda visita Madras et décrivit ses impressions de la ville. Je voudrais célébrer avec des beaux mots l'apparat, les vêtements portés par les femmes hindoues que j'ai vus ici pour la première fois. Marina, la plus belle plage de Madras. Une ambiance. Les gens viennent ici avec leurs proches pour respirer l'air frais et rompre le train-train quotidien. Neruda était un fin observateur des coutumes et des fêtes indiennes. Il raconte: la nuit, un jour de fête, les gens tracent un sillage et brûlent des charbons. Tout d'un coup, un personnage fascinant surgit, son visage recouvert de rouge et de blanc. Il se met à marcher sur les charbons. Le magicien sort indemne, et puis un autre marche en son tour, pieds nus, sur le chemin de feu. Personne n'est brûlé. Neruda retourna en Inde après 20 ans.
L'Inde est alors une république souveraine. Le rêve de Gandhi s'est réalisé. Il était le porte-parole de Julio Curie, le président mondial des partitions de la paix. À Bombay, il rencontra le Dr Raman et Vijay Lakshmi Pandit et son ami Sardar Jaffrey. À Delhi, il transmit la lettre envoyée par Julio Curio à Pandit Nehru. Il raconte « J'ai été choisi parce qu'on connaissait mon amour pour l'Inde. » Création d'amour, de l'architecture, de la beauté et de la douleur. La conséquence de convergence noble, silencieux, élevé, éternel, lunaire et fantasque. Maharaja sans borne, contemplant le reflet de l'eau. Vous êtes l'exemple même de l'immobilisme, des lignes pures, de la blancheur. Vous ouvrez au monde alentour. Vous êtes une vision du ciel. Neruda désirait ardemment voir le Taj Mahal, le symbole de l'amour éternel et un monument incontournable. Le langage et les images poétiques de Neruda s'imprégnaient de l'Orient. Il se jeta dans l'étude approfondie de la philosophie indienne et de la religion, notamment l'étude du bouddhisme. À propos de Bouddha, il écrivit « Les Bouddhas colossaux, dieux géants, ont sur leur visage de pierre un sourire de béatitude suprêmement humain, dépourvu de douleur. L'odeur qui se dégage n'est pas celle d'une chambre de mort, mais l'odeur particulière d'un espace végétal. Des rafales de vent qui font tourbillonner les plumes et les feuilles des forêts infinies. Isla Negra est un endroit magnifique sur la côte pacifique du Chili, à 120 km de Santiago. Ce fut ici que Neruda avait l'habitude de séjourner et où il rédigea ses meilleurs poèmes et ses mémoires. Ce fut ici qu'il mourut plus tard. La bande du littoral de Isla Negra, à l'aspect sauvage et l'océan turbulent, constituait une source d'inspiration pour la composition de sa nouvelle chanson. Bien que Neruda niait l'influence de l'Orient, de la religion, des mythes et du mysticisme de l'Inde dans ses œuvres, ses maisons à Isla Negra et à Santiago renferment des répliques de Bouddha, Nataraj, Shiva et d'autres objets d'art. Gabriela Mistral, célèbre poète de l'Amérique du Sud, fut la première lauréate du prix Nobel du continent sud-américain. On se souvient d'elle encore comme l'enseignante de l'Amérique.
Gabriela Mistral est née dans un petit village du Chili, Vicuna, dans la vallée de Elqui en 1889. Vicuna, surplombant les collines et les vergers, occupait une grande place dans ses écrits. Gabriela commença à écrire très jeune et fut la première lauréate du prix Nobel de l'Amérique du Sud. Mistral adorait les enfants et elle faisait don de tous ses droits d'auteur pour soutenir la cause de l'enfance et de la protection maternelle. Sa philosophie de la vie se résumait à « Une enfance heureuse fait un citoyen idéal ». Gabriela Mistral fut profondément influencée par Sri Aurobindo et Tagore. Elle confie « J'ai une grande dette envers l'Inde, en partie à cause de Tagore et en partie à cause d'Aurobindo. Tagore éveilla en moi une musique latente. Aurobindo me fit découvrir la religion. Le plus grand des mystiques, Aurobindo, me fait voir ce phénomène rare. Une exposition aussi limpide qu'un diamant, sans aucune confusion pour le novice. » Elle était tellement impressionnée par Aurobindo qu'en 1950, elle proposa son nom pour le prix Nobel. Tagore and Aurobindo were two peaks of a mountain, enormous, and they knew each other. They met, and the meeting was extraordinary because both of them, they sit one on the other and they were in silence. They didn't speak. That is interesting. The wisdom of the silence and the knowledge of the silent and the word of the silent. And then Gabriela Mistral can be the third person, the trilogy of wisdom. 2 men and one woman. It's like Shiva, Buddha and Parvati. La philosophie indienne, les Upanishads et les Védas ont toujours suscité l'intérêt des chercheurs et des universitaires à travers le monde. Et l'Amérique du Sud ne fait pas exception à la règle. Le docteur Sergio Carrasco, un chercheur chilien, qui a étudié également à l'université de Jawaharlal Nehru, se consacre entièrement aux études indiennes. Il organise des programmes d'études et fait des conférences sur l'Inde dans différentes institutions à Chili. Sa collection de livres et de journaux indiens est impressionnante. Cecilia Meirelles, une des plus belles voix de la poésie brésilienne, est sans doute la plus grande poète en langue portugaise. Depuis son enfance, elle fut profondément marquée par l'Inde. Cecilia Meirelles est née en 1940 à Rio de Janeiro, où le soleil brille sur l'une des plus belles plages au monde. La capitale coloniale du Brésil, avec son architecture imposante, est une des villes les plus modernes se trouvant sur le continent sud-américain. Élevée dans l'ambiance cosmopolite de Rio, l'idée de la fraternité universelle s'impose d'emblée dans ses œuvres littéraires. Son harmonie lyrique représente une des meilleures intégrations de la pensée indienne dans la tradition littéraire de l'Amérique latine. En 1953, Cecilia fut invitée par Pandit Nehru
a donné une conférence dans le Parlement indien sur Mahatma Gandhi. Ce fut sa première visite en Inde. À cette occasion, elle exprime sa douleur en apprenant l'assassinat de Gandhi dans un poème intitulé « Élégie à la mort de Gandhi ». Vous étiez le seul démuni, sans poche, sans mensonge, sans armes jusqu'au bout, libre du passé et de l'avenir. J'ai renoncé aux belles fleurs de mon rêve intérieur, les liens qui unissaient votre cœur au mien, et c'est mon sang qui souffre en sachant que le vôtre a été répandu. Mère Hélès parcourra l'Inde et rapporta ses souvenirs dans une anthologie de 60 poèmes intitulée « Poèmes composés en Inde ». À propos de son séjour à Calcutta, elle écrivit « Aucun homme occidental ne doit rater cette visite s'il ne veut pas mourir sans avoir eu une vision complète de la vie. » Ses sentiments envers Gurudev Tagore sont traduits dans ces lignes. Nous arriverons en nous tenant la main, Tagore au monde divin, où demeure l'amour éternel. She had also had a very strong connection with India since the very beginning. We examined these books now, and you showed me that in her first book, and she was finishing the college at 18. She wrote a poem named Brahmani, which deals with India. And all her life after that, on the 20s, on the 30s, she wrote lots of articles about India, and especially about Tagore and Gandhi, and about the big Indian poet Sarojini. Is that? Yes, she was very fan of Sarojini, and all her life she had this connection, very, very, very impressive with India. La description du fleuve Gange par Mère Hélès ne dépend pas cependant l'importance de cette fleuve dans la vie quotidienne. Une représentation plus fidèle apparaît dans le célèbre poème Benares, composé par un autre grand poète de l'Amérique du Sud, Julio Barranchea. La ville se rassemble dans ses rues et descend les marches et se baigne dans le Gange. Le soleil se lève. Le bain n'est pas un changement, c'est l'extase aux signes et rituels définis. Chacun trace son chemin pour s'unir avec l'infini. Et toujours, les berges brillantes font un polychrome, ainsi que l'eau de l'autre vie. À Jaipur, Mère Hélès fut subjuguée par le mélange savant de l'architecture islamique hindoue de la ville rose et de ses environs, ainsi que par l'ambiance exotique. Hawa Mahal, le palais des vents, ou le fort Amber,
La vue de chaque édifice l'émerveilla. Ces vers sur Rava Mahal ont rendu cet édifice célèbre dans la poésie brésilienne. Mes adieux, pigeons volants. Mes adieux, pigeons volants. Mes adieux, rossignols chantants. Mes adieux, nuages s'amoncelant. Mes adieux, lune, soleil, étoiles, comètes qui vous regardent. Vous regardant et vous quittant. Jaipur. 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 Dans un autre poème, dédié à d'autres endroits du Rajasthan, à l'architecture tout aussi magnifique, dans les jardins du palais, aux lignes pures, où les plantes vertes s'étendent, leurs plus beaux tableaux, où les mains douces comme la soie travaillent le marbre, des mains inconnues, infatigables, anonymes, de ces nombreux artistes perdus dans le temps. Les mains se trouvaient à Jaipur, la ville rose, et dans toute sa grandeur, Shalimar ou Mandor. Les mains se trouvaient là, embellissant le vide, réussissant à ce qu'un dahlia nous surprend. Par son explosion, son chanson. L'Inde, je te vois à travers tes mains nombreuses qui ont donné vie à des rêves. Dépourvu des effets célestes caractéristiques des danses classiques, les danses folkloriques de l'Inde possèdent un accent, un rythme, une simplicité et un charme tout particulier. Ces danses populaires n'ont pas manqué de séduire les lauréats du prix Nobel. Un véritable melting pot de culture classique et de culture folklorique, le Rajasthan est une mosaïque de danses populaires, dont le Ghumar et le Kalbelia. La musique classique indienne n'a pas simplement ébloui les saints, les écrivains et les poètes, mais elle a émerveillé aussi tout le peuple de l'Amérique du Sud. À Santiago, M. Mian Paul Gajardo a formé un groupe musical appelé Hindustani. Diplômé en musique de l'Université Benares hindoue en Inde, Gajardo enseigne et donne des représentations de la musique classique hindustani à travers toute l'Amérique latine. From my youth, I was attracted by Indian thought, Indian view of life, Indian philosophy, Indian religion. I was attracted. I think that is because of the past lives. And then when I knew Indian music, I decided to know more and to go to India. Yasyam samudra upasindhuravo Yasyam annam prishtayat sambhavu. Varanasi, la ville de Shiva, un haut lieu de pèlerinage depuis des siècles. Le soir, Maha-Arti, la prière sur les berges de Benares, rassemble de nombreux fidèles et des touristes venus de partout dans le monde. Cette cérémonie religieuse s'intègre harmonieusement à la poésie de Cecilia Meirelles, une poésie qui célèbre la culture composite de l'Inde et ses liens d'amour, ce chant de la réunion des âmes. Meirelles le murmure, tout doucement, à l'intention du peuple indien. Ceux qui vous connaissent admirent le chemin que vous avez pris, à la recherche d'un bonheur sage, ce bonheur de l'Inde.
qui arrive grâce à une âme disciplinée. Chemin escarpé, élevé, qui est vigoureux, doux, alerte, ferme et diligent, mais capable de m'apaiser. पर्जन्यः पिता स ऊनः पिबर्तु